faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de NBA Extra. Vous êtes en notre compagnie pour 30 minutes, ou peut-être un peu plus, pour débriefer les sujets marquants de l'actualité NBA. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous commencez à en avoir l'habitude, Rémi Réverchon à ma gauche. Salut Baptiste, c'est jamais simple la première fois, tout le monde se trompe, Réverchon, Réchervon. Double R. Ouais, voilà, ça marche. R Square. Allez. R Square. Ça Donc le bon, c'est Réverchon. Réverchon, c'est Très bien. validé. Et puis à ma droite, là, je vais pas me tromper, c'est le coach Jacques Monclar. Santé. Il faut le préciser, parce que tout le monde en met un, enfin souvent. Bonjour Baptiste, bonjour Rémi, bonjour à tous. Bonjour. Les trois sujets du jour. La course au rookie de l'année entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren. On est obligé d'en reparler. Avantage pour l'Américain sur ce mois de novembre pour la NBA. Mais notre Frenchie peut-il encore renverser la balance ? Actualité oblige, focus sur le NBA In-Season Tournament. Alors que l'on connaît désormais les équipes du Final Four, petite preview sur un week-end à Las Vegas qui s'annonce grandiose. Et puis enfin, un sujet un peu plus froid, mais qui peut amener à un bon débat bien chaud. Une franchise à Las Vegas, mythe ou réalité ? On en reparlera avec Rémi et Jacques. Jingle, et c'est parti. 3 secondes, 2 secondes. Lui, il a une capote qui fume. La NBA a donc tranché. Jaime Jaquez Jr. à l'Est et Chet Holmgren à l'Ouest sont les premiers rookies du mois de la saison. Doit-on donc s'inquiéter pour Victor Wembanyama ? Pour rappel, les deux aliens de la Ligue sont au coude à coude au niveau des statistiques. Alors ça va être un peu long, mais 19,3 points, 9,7 rebonds, 2,6 passes, 2,7 contres et 1,3 interceptions en moyenne par match pour Wemby, contre 17,6, 8 rebonds, 2,6 passes, 2,2 blocs et 0,9 interceptions en moyenne par match pour Holmgren. Est-ce que finalement, c'est pas sur la forme de leur équipe que la NBA s'est basée, même si c'est habituellement un critère qui n'est pas forcément mis en avant ? Rémi ? Sur cette catégorie-là, en tout cas, tu as raison, Baptiste. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer historiquement que le critère du bilan, du record en NBA de l'équipe est moins tenu en compte que sur les autres catégories statistiques. De par la nature même du truc, c'est qu'un rookie est censé théoriquement être drafté dans une mauvaise équipe. Enfin, les bons rookies sont censés être draftés dans les moins bonnes équipes, ça marche comme ça. Et que du coup, on ne va pas pénaliser un mec de tomber dans une mauvaise équipe, c'est pas de sa faute. Maintenant, la NBA a décidé de donner ce trophée du rookie du mois, enfin des mois, puisque c'est octobre et novembre, à Chet Holmgren. J'ai pas l'impression que ça crée de vagues et que ça fasse scandale. Déjà, c'est le premier truc. On est tous assez d'accord sur l'idée que Chet Holmgren est ultra méritant de ce trophée-là qui est important. Si tu veux qu'on analyse un peu le truc, t'as donné les stats. Elles sont très légèrement supérieures pour Victor. Mais vraiment très légèrement, hein. C'est une histoire d'1,5 point par match, c'est presque insignifiant. Quand tu as un joueur à côté qui a une efficacité bien supérieure, et surtout il y a une stat que tu n'as pas donnée, c'est celle de l'adresse, des pourcentages. Je l'ai gardé pour la suite. Qui est 100% dans la balance côté Chet Holmgren. Je les rappelle, si tu veux, 53,1% contre 10% d'écart, allez, 43 et 53. un peu moins. Oui, 43. Plus vite. Des Et à deux 3 côtés. points, Et, 35 et 25. Et 30, Allez. 39 et 27. Voilà. Vous êtes pas mal. 12% d'écart. Non, mais moi je vais... Mais vous êtes surpris ? Non. Bon. Alors, les gens qui sont surpris sont ceux qui sont partis ébahis, qui sont revenus de San Antonio en croyant qu'ils allaient être champions NBA. Faut arrêter les bêtises. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur ? Faire des bons pourcentages dans une équipe faible et mettre des points, ou mettre des points en premier et faire des bons pourcentages dans une équipe forte. Clairement la deuxième. Ah oui. Clairement la deuxième. Donc il n'y a pas de débat. Chet Holmgren, pour moi, mérite sur les 2 premiers mois. Et après, le premier défi, d'abord, vous me mettrez les balles perdues un peu dedans, là. Hein, Victor, là. parce que Victor aussi, il en perd. Mais Holmgren aussi, d'ailleurs. Mais bon, un peu plus pour Victor. Non, moi, le vrai défi de Victor, c'est pas d'être rookie de l'année. C'est d'arriver à gagner 20 matchs. C'est le vrai défi de Victor. C'est d'en jouer 70. Moi, dans le reportage le superbe reportage de Renan Chedotal, je le dis, moi, je m'en fous qu'il soit rookie de l'année. Mais je m'en fous.
royalement. Ça aurait pu être Scoot Henderson, ça aurait pu être Brandon Miller. Chet Holmgren fait un superbe début de saison. C'est un joueur appelé à changer la ligue, qui montre plein de choses, qui a une connexion avec un des meilleurs joueurs de la ligue. Pendant ce temps-là, Victor, il se débat avec Zach Collins, Jeremy Sohan, Vassell et Johnson. Oh, ils font pas le même métier en ce moment. Donc, Victor, oui, son pourcentage fait que 3 points comme 2 points. Je dirais surtout à 2 points, parce que 43%, quand on fait 2,20, 2,25, c'est pas assez. Les balles perdues doivent être réduites. Les comptes sont en train de monter, parce que dans le stade de contre de Holmgren, au début de saison, il avait fait 7 ou 8 comptes, ça l'avait mis devant. Voilà. Ok, on fait le débat. J'espère qu'on va pas le faire tous les mois. Non, mais t'as raison, Jacques. Et en plus, sur les faits, il n'y a pas à être surpris. C'est très mérité pour Chet Holmgren. Et pour rester pragmatique, pour ceux qui attachent de l'importance à ces trophées-là, j'ai vu, moi, le débat se déplace beaucoup. Il ne faut pas confondre le débat de qui est le meilleur rookie à l'instant T et qui sera le meilleur joueur dans 5, 7, 9 ans. Je continue, moi, de penser, comme beaucoup de monde, et Jacques aussi le premier, j'en suis sûr, que Victor est un talent générationnel qui va changer le destin de cette franchise et peut-être même de la Ligue. Mais ce n'est pas le débat qu'on est en train d'avoir. On demande qui, sur un mois et demi de compète, a eu le plus d'impact en NBA. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est Chet Holmgren. Voilà. Tu connais l'histoire du mec qui montre la lune à quelqu'un et le gars qui est à côté, il regarde le doigt. Ça te parle, hein? Voilà. On en revient à la patience de Greg Popovich. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La patience, non, c'est juste la situation dans laquelle Victor est, dans laquelle les Spurs sont, et ils sont prêts à faire un doublé, un back-to-back tanking, avoir un top 3, top 4 immanquable, et après compléter l'équipe autour de Victor avec un joueur supérieur de plus, et en cassant un peu la tirelire, ce qui historiquement n'a jamais été le fort des Spurs, de casser la tirelire. Non, c'est vrai. Hier, Jacques, vous parliez aussi de l'âge dans l'émission. Oui. 21 pour Holmgren, 19 pour Wemby. C'est énorme. Ils ont quand même exactement le même nombre de matchs joués par contre en NBA. Justement, Non, pas le même nombre de matchs joués. Même s'il ne les a pas joués, il a participé, il a été dans le vestiaire. Chet Holmgren, il y avait eu ce débat entre Ben Simmons et je ne sais plus qui. C'était pas Donovan Mitchell à l'époque ? Donovan Mitchell pour être rookie de l'année. C'est important de vivre. Mais moi, je ne dis pas que c'est pas normal. Attention, je constate. C'est factuel. Participer à la vie d'une équipe, ça te fait grandir. Même si Victor était déjà bien prêt dans la tête pour plein de choses, il découvre quand même. Ça, c'est le premier point. Après, en 2 ans, à 19, 20 ans, 21 ans, mais physiquement, il va avoir pris 5-6 kilos, il aura 150 matchs de NBA dans les pattes au bout de 2 ans. Comme dit Rémi, il reste le joueur du futur pour moi. Donc voilà, mais c'est pas 2 ans, mais c'est comme ça. Et puis cette année, il est en première année, il aurait 28 ans, Chet Holmgren, ce serait pareil. Les mecs qui arrivent, Luka Doncic, il est arrivé en NBA, il avait déjà 5 ans de professionnalisme, et pas dans un petit club au Real Madrid. Donc c'est un peu faussé par rapport aux autres, évidemment, qui sont un peu le côté Bambi quand tu sors de la maison. C'est comme un journaliste, tu vois, quand il fait son premier podcast, ou Rémi Reverchon, quand il arrive avec sa petite caméra à Los Angeles il y a 10 ans, 15 ans, 12 ans, 13 ans. Ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Donc voilà, il faut un début à tout, mais cet empressement. Et puis alors, Baptiste, toi qui es tranquille, arrête la logorée de stats. Arrêtez de me dégueuler vos stats, là. Arrêtez. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si, qui sont bons. Surtout pour un gamin comme Victor, dans une situation comme celle des Spurs, où on est borderline ridicule par séquence, sur certains matchs, ça l'a été. Je parle pas de Victor, je parle bien de la tenue de ces Spurs-là. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, et c'est là où Jacques a raison, c'est qu'on veut les voir gagner des matchs. On entend, d'accord, le travail à moyen, voire long terme de Greg Popovich, ok, on entend tout ça, mais il y a un moment où il faut gagner des matchs. Il va falloir en gagner cette saison, et vous pouvez pas nous faire une saison à 12 ou 15 matchs gagnés, parce que ce serait ridicule. Même donc, 17. Ouais. Souvenez-vous, les Pistons, il y a 2 ans, 3 ans. Les Knicks aussi, il y a quelques années, m'ont fait un 17. Pour ça, mais c'était douloureux, là. Justement, on parlait des stats, elles sont très bonnes, il faut quand même le dire. Et on peut imaginer que ça va être un duel quand même. Attends, je te coupe, Baptiste. Arrêtez avec les stats. Ce qui est plus important, c'est la vie des autres.
c'est la vie de ses pairs. C'est les mecs qu'il rencontre. C'est que c'est lui quand il dit « Punaise, j'ai joué Jokic, c'est un menhir, on peut pas le bouger. » Enfin, il a pas dit un menhir, il aurait pu. Voilà, c'est ça qui a arrêté. La stat la plus importante, c'est ils ont joué combien de matchs ? 18 18, 3 et 15. Voilà, elle est là, la stat la plus importante. Je voulais juste parler de leurs aptitudes, justement, du jeu. On les connaît, les aptitudes. Est-ce qu'elles sont vraiment... C'est les mêmes ou il y a une grosse différence entre les deux Ils sont joueurs ? tous les deux des enfants de Kevin Durant. D'accord, donc on est un peu sur le même profil finalement. Oui. Ils ont toujours été opposés. Tu sais que c'est même. Alors, ils ont une classe d'âge d'écart, mais en équipe de jeunes, en sélection internationale, c'était depuis toujours la rivalité historique. On se souvient de cette épopée de l'équipe de France U19 à la Coupe du Monde où ils perdent les Bleus contre les États-Unis en finale. De Chet Holmgren, qui d'ailleurs est pas incroyable en finale, c'était, comment il s'appelle ? Kenny Lofton Jr. Kenny Lofton de Memphis, voilà, qui avait marché sur toute l'équipe de France. Et ça leur a pas fait du bien vu le gabarit du jeune homme. Non, c'était surprenant. Mais donc, ils ont toujours été opposés, ces deux-là, et depuis 4-5 ans maintenant, tout le monde annonce les 2 étoiles à venir. C'est ça qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'ils ont une histoire commune. Et il y a des générations qui marchent comme ça. Alors, c'est moins proéminent dans l'histoire de la NBA, mais tu vois, moi, je me souviens de Nico Batum qui me disait que lui, c'était longtemps comparé à Danilo Gallinari, par exemple. Sans arrêt. Génération en 88. Jeune, voilà. jeune, première année d'Euroleague. Ouais, tout ça ensemble. NBA derrière. Et tu verras que dans 15 ans, Chet Holmgren et Victor, je leur souhaite, si tout se passe bien pour ces deux-là, ils auront une histoire commune fantastique. Et on ne sait pas, peut-être qu'un jour, ils auront des séries de playoffs face à face fantastiques. Il y aura peut-être des trucs à raconter, tu vois. Même si, oui, pour l'instant, ils sont dans la même conférence. Ils feront peut-être un truc à Broadway comme on fait Magic et Larry Bird. Ouais, pourquoi pas. Là, tu l'as pas, celle-là. Ça remonte un peu. Il est jeune. J'étais pas né, mais... Si, t'étais né. Parce que c'était il y a 10 ans, mais 15 ans. Mais c'était pas en carrière. C'est-à-dire qu'ils ont fait une pièce de théâtre, une forme de pièce de théâtre qui a été donnée à Broadway quand même. Ben oui. C'est pas des stats. Il faut regarder autre chose que les stats. Mais c'est pour ça qu'on aime bien vous écouter aussi, Jacques. Mais il faut lire surtout, parce que moi, j'invente pas les choses. Je les ai pas vécues. Hein, on n'est pas dans toutes les franchises. Simplement, oui, il faut lire des choses, des histoires, des bouquins, des comptes rendus, des aventures de joueurs, d'équipes, de franchises, de villes, de coachs. Et tout ça, c'est la NBA. Ça fait une compréhension. Quand on parle avec des ricains, ils ont une manière d'analyser, Rémi peut en parler plus que moi, qui est certes statistique, mais ça, c'est la base. C'est une photo, les stats. C'est bien les stats, ça sert les stats. Mais ça n'est qu'une photo. Vous en faites une histoire. Non! L'histoire de la Ligue, t'as raison, Jacques. Et ça, c'est vrai. Et c'est ce qui souvent marque aussi les grands joueurs de cette Ligue. Moi, mon idole absolue, tout le monde le sait, c'est Kobe. Et Kobe Bryant, ça vous parle, Lakers ? Ça, je savais. Kobe, il savait tout. Il lisait tout, il connaissait tous les joueurs, il pouvait te parler, mais de qui tu veux. Je sais pas, hier, tu parlais de Pistol Pete à un moment dans l'émission, je me souviens, Maravich. Kobe, il aurait pu t'en parler pendant des heures. Il connaissait tout le monde. Si tu lis, ceux qui ont lu son autobiographie, sa biographie, qui s'appelle Showboat de Roland Lazenby, qui est fantastique d'ailleurs, on apprend plein de choses sur le côté un peu intimiste de Kobe. Il lisait tout, il regardait tout, il passait sa vie à regarder des matchs. Et voilà, ces mecs-là, ils sont au courant du privilège qu'ils ont d'être dans cette ligue qui a une histoire fantastique et ils en connaissent toutes les légendes, quoi. On peut imaginer que Victor est dans cette réflexion-là. Et que... Totalement. Beaucoup de joueurs français, là, demande à tous les nous, ils connaissent tout. Ils travaillent, les mecs. C'est une manière de travailler. Tu passes du temps à te soigner et à te reposer dans ces métiers-là. Donc il vaut mieux l'occuper à ces choses-là plutôt que d'être scotché sur un ordi ou une console. C'est évident. Bon, c'est pas encore inscrit dans les livres d'histoire, mais il faut quand même qu'on parle de ce NBA In-Season Tournament qui a donc débuté cette saison. Une sorte de coupe NBA qu'il était difficile quand même d'appréhender avant le début de la saison. Mais alors, une fois que les quarts de finale ont commencé, ça a quand même de la gueule. Et force est de constater que ça nous plaît et que le Final Four qui va débuter à partir de jeudi s'annonce quand même très intéressant. Je rappelle juste les affiches des demi-finales qu'on connaît depuis cette nuit. À l'Est, ce sera les Bucks contre les Pacers et à l'Ouest, les Lakers contre les Pelicans. Rémi, qu'est-ce que tu en penses de ce In-Season Tournament ? Je me suis laissé convaincre au fil du temps. J'en pense qu'il faut apprendre à faire confiance, et on devrait le savoir depuis le temps, à Adam Silver, qu'en général, je dis pas constamment, mais en général, cet homme-là a quand même de bonnes idées. On avait été sceptiques, puis nous avait convaincus sur le play-in.
qui est aujourd'hui accepté, je pense, de tous. J'étais parmi les premiers sceptiques sur ce In-Season Tournament et j'ai l'impression de commencer à me laisser convaincre. J'émets des doutes toujours sur leur format de saison régulière, qui est pas très lisible, les matchs du mardi, du vendredi. J'émets des doutes sur l'aspect concret. Je comprends vouloir marketer le truc avec les parquets différents. Ça piquait les yeux de certains. Au-delà de ça, il y a eu des problèmes de blessures, des parquets glissants, des choses comme ça qui étaient un peu dérangeantes. Mais quand je vois l'engouement qu'on a vécu sur l'écart, les équipes qui ont voulu jouer ces matchs, des ambiances play-off avec des mecs, des bancs qui se lèvent quand les mecs gagnent sur les paniers de la gagne, etc. Et ben je me dis putain, c'est quand même cool au mois de novembre de vibrer comme ça, début décembre, de vibrer comme ça sur des matchs NBA qui en temps normal serait une routine, tu sais, cette routine plutôt sympa qu'on apprécie de vivre tous les jours, mais qui reste une routine. Et ben je trouve ça cool. Donc voilà, moi je me suis laissé convaincre. J'ai l'impression que c'est un succès. J'attends de voir le Final Four. Je suis plutôt optimiste pour la suite de ce tournoi, moi. Oui, il faut dire un mot sur Adam Silver qui arrive à faire donner de l'émotion. Le play-in donne de l'émotion, donne des moments de liesse, d'objectifs, de mort subite, de choses comme ça qui sont nouvelles en NBA un petit peu, hormis sur les matchs 7. Je suis assez d'accord avec Rémi. Moi, je suis pas le plus grand fan des compétitions de mi-saison. Pour moi, les trophées se gagnent au printemps dans les sports co et basta cosy. Mais pour éviter le ronron, pour éviter ça roule, on met des cartons, ça a eu un superbe impact et je suis totalement convaincu par le truc. Je suis totalement convaincu et si on fait un petit bilan d'Adam Silver, oui, un côté génie, mais comme je suis garçon désagréable, vous le savez, je vais quand même dire qu'il y a un truc où il tourne en rond, mais alors grave, que ça soit sur la composition, le fond, le naming, sur les concours et tout, c'est le All-Star Game. Ou alors là, c'est un ratage. Et on s'était un peu accroché avec Rémi l'année dernière au All-Star Game, je vais lui rappeler. Sur quoi, des fois les mecs de la NBA, ils sont réunis, ils vont faire ceci. Et j'avais balancé comme d'hab. Il y aura rien. Et ça va partir en... C'est pas vrai, il repasse test. C'est ce qu'on demandait depuis 4 ans. Donc, hormis le All-Star Game, tout est génial dans ce qui est entrepris. Les joueurs ont adhéré. Et je me dis, à voir. D'abord, il y a eu le truc du goal average, donc ils relâchaient pas. Et plein de mecs n'ont pas compris d'ailleurs. Les mecs avaient même du mal à le faire. Ils disaient, c'est pas l'essence du jeu. Mais oui, je voyais les dernières possessions de fin de match. C'était bizarre. Et je me dis, s'ils veulent aller au bout de la démarche, alors faudrait pas que ça parte en vrille avec les fans, et j'espère pas. Ils devraient faire des allers-retours. Découvrir le home and away, parce que ça pourrait générer peut-être encore, il faut pas tomber dans l'excès comme qu'on a en foot, en basket. Je veux dire, c'est à l'européenne, là, vraiment. À l'européenne, à la FIBA, ça s'appelle. Ne soyons pas réducteurs. La FIBA, c'est le monde. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ce format-là, ça pourrait être marrant. Il faut qu'ils découvrent le home and away. De galvaniser un peu les foules et tout à domicile. Sans match nul, parce que alors ça, c'est vraiment pas dans la culture américaine. Parce que nous, sur les allers-retours comme ça... On est capable d'accepter les matchs nuls, On le fait, bien sûr, ce qui est ridicule. Bien sûr. Mais c'est une réussite. Moi, les parquets... Le plus gênant, c'est qu'il y ait des mecs qui se soient blessés, mais c'est souvent le cas avec les parquets neufs, quand, ça arrive en FIBA aussi. Et 2, oui, ça piquait les yeux, mais ça ressemble au truc que vous avez sur les ordi, les consoles, les jeux vidéo. En fait, ça identifie le truc, en vrai. C'est dans l'idée du truc, et ça donne aussi une émotion différente. Là aussi, un changement, ça donne à manger aux fans. Puis c'est notre boulot à nous aussi d'expliquer. C'est vrai que c'était pas très clair, c'était la première édition pour le grand public. On me demande encore aujourd'hui, mais je comprends pas votre couple là, ça compte pour la saison, tout ça. Il faut qu'on explique. Oui, les matchs comptent pour la saison régulière. Sauf la finale, mais l'écart, oui, compte pour la saison. Les demi-finales, oui, elles vont compter pour la saison régulière. C'est notre boulot, c'est les médias, c'est à nous d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Nous, partenaires de la NBA, puisqu'on l'est à Beansport, donc raconter aux gens aussi cette histoire-là. Et puis ça viendra d'année en année. Le play-in n'était pas très clair les 2 premières années non plus. Puis on s'y est fait. Aujourd'hui, on adore quoi. Le play-in, c'est devenu un objectif. C'est devenu un truc. Ça rajoute de l'enjeu. Justement, l'enjeu, c'est de la remporter, cette coupe. Un petit pronostic, une petite preview sur ces sur des matchs secs comme ça, c'est dur. Ouais. On a vu tellement de surprises là en quart de finale. Tu vois, moi, je pensais pas que les Lakers passeraient les Suns. Ils l'ont fait. Je pensais pas qu'Indiana passerait Boston. Ils l'ont fait. Franchement, j'ai l'impression que les 4 équipes, j'en sais rien, elles peuvent le prendre. Je vois que les Lakers en ont très très envie, je trouve ça bien. Justement. Ouais. Ils sont voisins, il faut qu'ils profitent de l'opportunité. LeBron à l'horloge qui tourne, ça fait 7 ans qu'il n'a pas gagné de trophée. Non, depuis 2020.
Ah oui, Ouais, je depuis la l'oublie bulle. tout le temps. Depuis la Punaise, bulle. pardon. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même là une belle opportunité pour LeBron de... Ah bah Il oui. n'en aura pas 10 000 encore Voilà, à son là, palmarès. il y a, hein. Bah il y a oui, 2 les- matchs de gagner. Cette année, il faut voir comment on va évoluer les Lakers, parce que la saison, on en parle. Ça, c'est comme quand tu dis, on n'a pas répondu à cette question-là, puisque ça vous intéresse. Sur Victor, est-ce qu'il est capable de retourner le truc? Mais bien évidemment, on a joué 20 matchs, on a un quart de la saison. Donc, si son équipe se met à gagner quelques matchs, s'il reste à 20 et 10 de moyenne, avec un pourcentage à 50, à 55 même pour un big man, pas à 50 et 35 à 3 points, bah oui, il retournera. Donc la saison, elle peut bouger. J'ai vu que plein d'équipes commencent à dire qu'il faut se renforcer. Bizarrement, les Boston Celtics, c'est marrant, quand je me disais, tout le monde disait, ah ben non, maintenant que ça a été dit, tout le monde va dire, ah bah oui, mais bon, c'est marrant, je me fais rien. Je fais rien. Ouais, bon, donc t'as compris, on se mouille pas trop. Non, sur qu'est-ce les que quatre. tu veux te dire? Les 4 peuvent le prendre, hein, de toute façon, sur un match sec comme Ce ça. qu'il y a de clair, c'est qu'il y a 2 équipes surprises. Bah oui. Les bah, Pelicans, les Pacers. Les ouais. Pacers, que les Pacers, ils sont capables de tout, mais aussi de n'importe quoi. Que les, Bon, en vrai, Milwaukee fait quand même figure un peu de favori là-dedans, Voilà. dans les 4, Voilà, a priori. Mais voilà, sinon, après. Voilà. Mais bon, Milwaukee est Lakers favoris. Maintenant, New Orleans a une dynamique extraordinaire. Hein, et au complet, comme en ce moment, il leur manque pas grand-chose en magasin. Hein. Bon, je pense qu'on est assez clair là-dessus. Alors tout ce petit monde-là ira justement du coup à Las Vegas. Et en discutant un petit peu hier avec Rémi, on se disait que ça pouvait être pas mal de faire un petit point sur cette ville perdue dans le désert du Nevada et son avenir en NBA. C'est un secret de Polichinelle. Hein. La NBA a depuis longtemps l'ambition d'installer sa franchise à Sin City. Mais où en est véritablement le projet d'expansion? Rémi, tu as peut-être quelques infos là-dessus? Alors, oui, c'est un secret de Polichinelle. Tu as raison que la NBA veut une expansion, c'est-à-dire agrandir sa ligue, passer de 30 à 32 équipes. Petit aparté sur ce que dit Rémi, 32 équipes, ce serait impeccable pour le in-season tournament et éviterait d'avoir à qualifier des équipes en étant deuxième. Les 8x4, d'un seul coup, ça passe beaucoup mieux. Ouais. Ça passe beaucoup mieux. C'est mathématique. Et c'est peut-être la clé de la question. C'est peut-être plus lisible. Bon, le fond du truc, en vrai, l'expansion, c'est pourquoi? C'est des raisons financières. C'est parce que quand tu fais rentrer une équipe, tu as plus de matchs, tu as plus d'argent, tu as plus de télé, tu as le frais d'entrée de l'équipe. Bref, c'est de l'argent qui rentre dans le pool de la NBA. C'est du business, je vous apprends rien. La question maintenant, c'est où la NBA installera ses franchises. Quand? C'est une très bonne question aussi. La NBA a dit clairement qu'ils réfléchiraient à ça une fois qu'ils auraient signé leur nouveau deal télé domestique qui commencera à partir de l'été 2025, qui est le thème ultra important du moment en NBA parce que c'est le nerf de tout, l'argent de la télé. Donc à partir de 2025, ils y réfléchissent. Bon, allez, à la louche, 2028, on peut espérer une expansion de la NBA. Et donc les deux villes qui reviennent souvent sont Seattle et Las Vegas. Seattle, pourquoi? Parce que c'est une ville de basket à qui on a volé une franchise. Clairement, j'utilise le terme en sachant ce que ça veut dire. On a volé une franchise à Seattle, ville qui est fan de basket. Et Las Vegas, parce que c'est une opportunité business trop importante pour que la NBA passe à côté. Ils sont déjà en retard, sachant que la NFL y a été, sachant que la première était la NHL à y avoir été, la WNBA y est désormais. Et qu'ils ont des bons résultats. Et que ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien pour tout le monde. Sportivement, puisque la NHL, ils ont gagné. La NFL, sportivement, ça traîne un petit peu, mais les résultats commerciaux, marketing, financiers sont délirants. La NBA passera pas à côté de ça. Donc oui, ils vont y aller à Vegas. C'est une certitude. La question, c'est quand. Et la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça, c'est une autre question. On en reviendra après. Je voulais l'avis de Jack aussi. Est-ce que c'est une bonne idée, Las Vegas en NBA? À moi, tu me demandes tout de suite, je te dis non. Clairement, non. Alors, oui, en termes de marketing, en termes de commerce, en termes d'impact, en termes de bling-bling. Je vous pose une question à tous les deux. Tiens. Il y a combien de joueurs qui sont sortis de UNLV depuis 10 ans? Oh, pas beaucoup, hein. Comme ça, je sais même pas depuis 10 piges qui est sorti du Alors, oui, ça marche. On avait eu Sean Marion à l'époque, on avait eu... Ça marche dans d'autres disciplines, mais moi j'ai bien peur que Las Vegas, il y a 2 destinations pour les joueurs NBA, c'est Las Vegas et Cancun. J'ai l'impression pour aller faire les cons. Donc je me dis, c'est chercher les enquiquinements quand même, très sérieusement. Mais bon, ça fait plaisir à tout le monde. Je trouve que déjà en Californie, entre les deux Los Angelinos, Sacramento et Golden State, alors on va me dire c'est dans le Nevada, oui, c'est pas bien loin. Ça fait quand même regrouper. Si on rajoute toute la bande, là, il y a déjà beaucoup d'équipes. J'ai envie de dire bring them back.
mais à Seattle. Ça me paraît plus important pour l'histoire du basket qu'il retourne là où on a volé une franchise. Et heureusement qu'il y a eu, comment s'appelle-t-il Tu penses à quoi ? le meneur de Phoenix, Kevin Johnson. Ah oui, Kevin Johnson, qui était maire de Sacramento, sans ça, Las Vegas aurait déjà volé les Kings et ils y seraient depuis 7-8 ans. Souviens-toi, Rémi, 10 ans. Bien sûr, on avait fait un reportage sur BN avec Ronan là-dessus. Avec Ronan là-dessus. Non, moi, je trouve que c'est bien en commerce. Je trouve qu'en basket, c'est noyer une équipe dans des néons, dans du tourisme, dans... Le problème, c'est ça, c'est que t'as pas de fanbase. Il n'y a pas de fanbase réelle. C'est que tu vas te retrouver dans un cas de figure qui est comme celui des Raiders en NFL, où les fans qui viennent au match sont les touristes de passage, sont les gens qui viennent de Los Angeles, parce qu'il y a une immense foule qui vient passer le week-end de Los Angeles à Las Vegas. Et au final, ça va être difficile de construire une fanbase pour cette équipe. Puis se pose la question des joueurs. Alors, les vétérans un peu installés, qui sont depuis 5, 7, 9 ans dans la ligue, ok, qui comprennent le professionnalisme. Mais les jeunes joueurs là-dedans. Voilà, sans condescendance aucune de ma part, mais mettre des gamins qui, pour la plupart, n'ont pas ou à peine été à la fac, on fait semblant d'étudier un peu à la fac, qui arrivent à 19 ans, tu leur files des millions de dollars et tu les mets à Las Vegas dans le strip, c'est vrai qu'on risque d'aller au casse-pipe sur certains d'entre eux. Il va falloir un encadrement solide pour les tenir, les gars. Et toi, justement, qui suis un peu les autres grandes ligues, est-ce que tu as eu des exemples comme ça de joueurs qu'on peut vriller à Vegas C'est intéressant comme sujet. Tu sais, j'ai eu la chance d'écrire un bouquin dans lequel je parle de Vegas dernièrement. Ouais, et pour chaque ville, j'ai un témoin qui me parle de sa ville. Et pour Vegas, justement, j'avais parlé avec Chelsea Gray, la joueuse WNBA de Las Vegas, des Aces, qui a été MVP des finales il y a 3 ans. On pourrait demander à Iliana aussi. On pourrait en parler à Iliana, qui a vécu là-bas, qui a joué là-bas. Iliana Rupert. Ouais. Qui elle me disait que c'est tout à fait possible, mais elle c'est une joueuse vétéran qui a de l'expérience, de jouer à Las Vegas, et elle me disait de ne jamais mettre un pied sur le strip. Elle vivait dans un bled à côté qui s'appelle Henderson, enfin c'est pas un bled, c'est une immense ville qui est à côté, voilà, qui est collée à Las Vegas, où vivent un peu tous les gens qui ne travaillent pas forcément dans les casinos et compagnie, mais ça reste une grosse aire urbaine, Las Vegas. Et elle me dit, moi je faisais ma vie, j'allais m'entraîner, je revenais chez moi, j'allais au resto de temps en temps. Elle me dit, je mettais jamais un pied sur le strip. Ouais, une fois toutes les 3 mois, quand j'avais un membre de ma famille qui venait, on allait au casino parce que ça les faisait marrer, mais c'était tout. Mais on parle de quelqu'un d'installé là-dedans. Non, j'ai pas d'exemple comme ça concret. Après, je pense que les joueurs, quand ils veulent sortir, qu'ils soient à Cleveland ou à Las Vegas, ils sortent. Ouais, mais la tentation, c'est pas la même. Non, la permanence de tentation n'est pas la même. Quand on voit qu'à New York, déjà, c'est compliqué pour certains. Après, c'est aussi une vie spéciale avec la chaleur, avec le désert. Et je répète, la proximité, tout un tas de franchises. En tout cas, dans les potentiels dont parle Rémi pour 2028, il n'y a que 2 franchises à l'ouest. Ça impliquerait aussi une restructuration, le passage de New Orleans ou de Minnesota. Memphis peut-être à l'est. C'est compliqué d'ailleurs, comment on va gérer ça. L'histoire, les stats. Imaginez pour les fans. Ouais. Ceci dit, en termes d'histoire, à l'époque, au tout début, il y avait aussi... Ça a bougé, mais t'imagines, ça veut dire que tu mets Memphis à l'est demain, mets-toi à leur place une seconde. Eux, ils sont habitués. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ils vont regarder concrètement. C'est-à-dire que maintenant, en play-off... Financièrement, pardon, je te coupe, c'est une bonne chose. Oui, parce que les déplacements à l'ouest coûtent 10 fois plus cher beaucoup plus cher qu'à l'est. Et pour la planète, c'est mieux aussi. Oui. Tu réduis le kilométrage. Tu sais que ça d'ailleurs c'est un truc dont on pourrait parler dans le podcast un jour. C'est un faux tabou ça en fait l'histoire. Alors moi j'en avais parlé avec des gens de la NBA qui me disaient que bien sûr qu'ils réfléchissent à étudier le calendrier pour limiter les déplacements des équipes, etc. C'est pour ça qu'on voit souvent maintenant des équipes qui se jouent 2 fois en 2 jours d'affilée, etc. Mais la réalité en fait du bilan carbone de la NBA qui est désastreux comme de beaucoup de ligues sportives au monde, c'est pas le déplacement des équipes, c'est le déplacement des fans. C'est 17 000 personnes aux États-Unis qui vont dans une salle, donc comme ils prennent chacun une voiture. Allez, t'as 10 000 voitures qui vont à la salle le mardi soir à Oklahoma City pour voir leur équipe. C'est ça le problème du bilan carbone. Donc développer les transports en commun, etc. Ouais, puis on arrête l'ATP. Voilà. On arrête la Formule 1. Le c'est golf, vrai que ça pollue tout. pas beaucoup la Formule 1. Non, mais donc c'est un faux débat. C'était pas le sujet. C'était pas le sujet. D'ailleurs, on arrête tout. On parle aussi de Mexico, justement. Ça, par contre, ça Mexico fait un peu City, alors... Ça se tient. Ça se tient, Mexico City. C'est Canada, Mexique. Puis c'est un gros marché, c'est une immense ville, ils aiment le basket. Il y a des matchs régulièrement, même quand il n'y a pas la fumée. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça il y a 5-6 ans. Mais voilà. Mais c'est le vrai candidat, parce que moi je suis persuadé que Vegas est acté. Il y a trop de business là-bas, ils iront. J'en suis persuadé. Le vrai débat, c'est aujourd'hui sur la deuxième franchise qui va se créer. J'espère de tout mon cœur que ce sera Seattle, parce que c'est ce qui fait le plus sens à mes yeux. Mais Mexico City, ça se tient. Mais justement, Seattle, elle repose pas un peu trop sur son histoire. Et est-ce que, par exemple, la salle, est-ce qu'il y a une salle vraiment Oui, ils ont bossé. Tu sais, ce qu'on
appelait historiquement la Key Arena, où jouait Gary Payton et compagnie à l'époque, a été retravaillé. Ça s'appelle le Climate Pledge Arena, d'ailleurs, un truc sur le climat, justement, l'environnement. Et elle est magnifique, cette salle. Elle est 100% prête à accueillir la NBA. S'il y a bien une ville qui, en termes d'environnement, est motivée depuis des années et des années et qui est très écolo, on va dire. Ah oui, c'est très, aux États-Unis, Seattle fait figure de ville différente par rapport à beaucoup. Voilà. C'est sûr. Et la dernière question qu'il faudra aussi se poser quand ça arrivera, ce sera comment créer ces équipes-là. Est-ce qu'il y aura une draft spéciale? Est-ce que les équipes vont être... souviens-toi, là... Les Bobcats. Les Bobcats, souvenez-vous, 2004. Ça vous donnera l'occasion de revoir The Last Waltz. La dernière danse, plutôt la Last Dance. De Last Dance, ouais. Quand Rick Mahorn est amené à quitter, c'est là, non je sais plus, tu mets le doute. Pas. Enfin, il y a un truc où Rick Mahorn qui est fait... Alors, par exemple, on va dire aux équipes, vous avez... peut-être, à l'arrivée d'Orlando NBA, vous avez 10 équipes, 10 joueurs à protéger. Mais quand tu as 12 bons joueurs, t'en laisses 2 sur le marché, ils peuvent être pris. Ça avait été le cas de Rick Mahorn, qui n'a pas eu le 2e titre des Pistons à cause de ça. C'est peut-être ça l'histoire. Et il a fini à Toronto ou à Orlando? Je crois que c'est Toronto. Tu mets le doute, je sais plus. Mais oui, mais il y aura forcément une draft comme ça. Et puis de toute façon, on va pas se mentir, les 3-4 premières années sportivement vont être désastreuses jusqu'à ce que les mecs réussissent à avoir leur pépite, leur talent et voilà, ils reviennent un petit peu dans la course. Charlotte, qui étaient les Bobcats, qui sont redevenus les Hornets maintenant, ils ont pris la Melo Ball, ils misent dessus, mais niveau classement, pour l'instant, c'est toujours catastrophique. Et la seule vraie franchise nouvelle, les 2 franchises nouvelles qui ont réussi à aller au bout, c'est le Heat et Toronto, qui est dans les expansion teams. Vancouver a disparu. Charlotte... Ils sont devenus Memphis, oui. Oui, a disparu quand même. Ouais. Ils ont été obligés de quitter le Canada, ça marchait moyen, Big Country Reeves et tout ça. Et voilà, Miami et Toronto, à sa manière, ont été les 2 expansion teams qui ont vraiment gagné. Et c'est pas mal, Miami 88. Et Toronto, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 95, ouais, c'est ça, je crois 95. 95. Donc voilà, ça, en moins de 20 ans NBA pour Toronto, ils ont été champions et Miami a réussi à gagner 3 titres. Ouais. Voilà, c'est beau. On souhaite aux équipes qui auront cette expansion d'avoir le même cheminement que ces 2-là. Mais surtout à Seattle. Parce qu'on aime bien Seattle. Et Seattle, il y a une fanbase déjà, il y a une histoire, il y a une belle histoire, et puis c'est un coin de basket. C'est vrai qu'avec Portland, les derbies, etc. Ouais, oui, ils sortent plein de basketteurs en jeunes et tout. Jamal Crawford, historiquement. Paolo Banchero vient de là-bas. Okay. Isaiah Thomas. Ouais. Isaiah Thomas. Le petit qui a disparu. Le gaucher. En tout cas, si Rémi nous dit que c'est jusqu'au moins 2028 que... Ce ne sera pas avant ça, en tout cas. Ouais. On aura le temps d'en reparler dans le prochain podcast, j'espère. Je serai encore dans le coin, tu verras. Oui, vous m'appellerez, je ne serai pas ici. Ce sera par téléphone dans le sud. Merci en tout cas une nouvelle fois d'avoir participé à ce podcast. Baptiste, plaisir, merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser des commentaires et de noter ce podcast sur toutes les plateformes. N'oubliez pas non plus l'émission NBA Extra tous les jours sur les antennes de beIN Sport. Et à la semaine prochaine.